bienvenue dans le 20h de ce dimanche 7 mai. C'est un jour de vote en France. Emmanuel Macron est sorti vainqueur des urnes. Il est depuis 2 heures le 8e président de la 5e République. Il a remporté avec 65,1% des voix contre 34,9% pour son adversaire Marine Le Pen. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana connaît de beaux jours. Le chef de l'État ghanéen a effectué une visite de 72 heures dans le pays. Son homologue ivoirien a offert en son honneur un dîner. Nana Akufo-Addo a quitté Abidjan ce dimanche après-midi. Dans le Moronou, le dernier rhinocéros encore en vie en Afrique de l'Ouest vient d'être capturé. L'animal a erré pendant plus de 15 ans dans la région. Il a été transféré dans la réserve de la forêt classée de Mafa dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et puis à San Pedro, les fruits de mer se font de plus en plus rares, notamment la langouste, qui est pourtant un produit phare apprécié des touristes et visiteurs de la région. Pourquoi cette rareté? Des réponses tout à l'heure. Voilà donc pour les titres. Merci de nous suivre sur RTI 1. Emmanuel Macron, nouveau président de la France, avec 65,1% des voix, il devient le 8e président de la 5e République. Il a remporté face à Marine Le Pen qui enregistre 34,9% des voix lors de ce second tour. Retrouvons notre envoyé spécial en France, Alexis Ouedraogo. C'est fait, le nouveau président français est connu, Emmanuel Macron. Une annonce pas vraiment surprenante puisque les sondages l'annonçaient depuis le début de ce scrutin. Un Emmanuel Macron qui est resté en tête de file des différents sondages. Seul bémol de ce scrutin, eh bien, le taux de participation qui flirte autour des 74%. Ici, au quartier général du candidat, plusieurs personnes ont fait le déplacement pour encourager et féliciter le nouveau président français. Je rappelle que les différents candidats ont assisté à la divulgation des résultats au niveau de leurs différents quartiers généraux. Marine Le Pen espérait faire la fête au feu de Vincennes. L'on doute fort que la fête se tienne. Par contre, Emmanuel Macron, lui, aura sa fête à l'esplanade du Louvre. Petit clin d'œil à la Côte d'Ivoire, c'est le groupe Magic System qui fera l'introduction de ce show. Rendez-vous donc à 22h heure de Paris à l'esplanade du Louvre pour cette fête de célébration d'Emmanuel Macron. Merci Alexis Ouedraogo. Du haut de ses 39 ans, Emmanuel Macron va diriger la France pendant les 5 prochaines années. C'est en avril 2016 qu'il fonde son mouvement politique baptisé En Marche, avant de démissionner 4 mois plus tard de ses fonctions de ministre et de se lancer dans la course à la présidentielle. Le portrait du tout nouveau président français avec Sylvie Touré. Paris osé, Paris fou, Paris gagné. Le voilà à l'Élysée, à la tête de la France. À peine 40 ans, Emmanuel Macron prend les rênes de la 5e puissance mondiale, à l'issue d'un slalom politique dont lui seul a le secret. D'abord dans l'ombre des ténors du Parti socialiste entre 2006 et 2009, Emmanuel Macron se fait très vite remarquer par François Hollande, dont il soutiendra la candidature à la présidentielle en 2012. Une fois élu, ce dernier lui renvoie l'ascenseur, il le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le jeune collaborateur se montre très pertinent sur les dossiers économiques et renforce le capital confiance placé en lui. 2014, Macron entre au gouvernement avec un portefeuille à 3 poches, l'économie, l'industrie et le numérique. Il est âgé de 37 ans. Il annonce les couleurs avec la loi pour la croissance et l'activité qui divise le Parlement à l'issue de plus de 400 heures de débat et finit par forcer la barrière parlementaire grâce au 49.3. Suivra la loi Macron 2 en faveur de nouvelles opportunités économiques qui, elle, sera stoppée tout net par l'exécutif. Avril 2016, Emmanuel Macron lance En Marche. Il situe son mouvement ni à gauche ni à droite, stupeur générale et surtout au Parti socialiste, sa désormais ex-famille politique. C'est la levée de bois vert contre la réincarnation de Brutus, le traître à qui l'on attribue le dernier coup de poignard qui a tué l'empereur César, son père adoptif, ou encore Judas, le disciple qui a vendu son maître Jésus pour 30 pièces d'argent. L'enfant chéri est désormais le parricidaire. Macron est accusé de sacrifier à l'autel de ses ambitions personnelles son père, François Hollande. Il démissionne du gouvernement. On ne vend pas cher de sa peau, encore moins de celle de son mouvement. Et pourtant, En Marche fait boule de neige. Le mouvement grossit,
et bouscule les opinions pour se classer en tête des sondages. Ni à droite, ni à gauche, il recrute pourtant à droite et à gauche. Dans les premiers cercles des familles politiques, En Marche a encore plus de succès auprès des populations, surtout dans les milieux d'affaires et de la finance. Le 23 avril, il remporte le premier tour de la présidentielle, désormais à une marche du Palais de l'Élysée. Une marche qui s'achève ce 7 mai, elle n'aura duré que 13 mois depuis le lancement du mouvement. Derrière l'ovni politique se cachait en réalité un génie politique qui, en un peu plus d'une année, a réussi à mettre la France à ses pieds. À plus de 4000 km de chez eux, les Français de Côte d'Ivoire ont aussi glissé leur bulletin dans l'urne ce dimanche. Direction le quartier général de Macron, ici à Abidjan. Nous retrouvons sur place Michel Digré. Bonsoir Michel. Alors dites-nous, comment est-ce que cette victoire est perçue par l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, ici à Abidjan? Oui, bonsoir Fatou Fofana, nous sommes à Biétry, c'est dans le sud d'Abidjan pour nos téléspectateurs qui nous suivent depuis l'extérieur du pays. C'est dans un restaurant de ce quartier donc que les sympathisants de Emmanuel Macron ont décidé de se retrouver pour savourer la victoire de leur candidat. Il faut le dire, à Abidjan, l'équipe de campagne de Emmanuel Macron a été très offensive sur le terrain tout au long de cette course au fauteuil présidentiel français. C'est une équipe de campagne, donc contrairement à celle de Marine Le Pen, qui a multiplié les conférences de presse et les actions de mobilisation autour de la candidature du candidat du mouvement d'En Marche. Je suis avec l'une des chevilles ouvrières de cette mobilisation. Vous venez? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis avec M. Arnaud Floris. Exactement. Alors, comment est-ce que vous appréhendez cette victoire de votre candidat? Écoutez, forcément très heureux, très satisfait. C'est le couronnement de plus d'1 an de travail au niveau du mouvement En Marche. En Côte d'Ivoire, c'est le couronnement de plus de 6 mois de campagne très intense. Donc je tiens vraiment à remercier tous les adhérents qui se sont mobilisés de Rabat à Abidjan. Vous le savez, on a un réseau de comités très actif, surtout l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un très beau score que nous réalisons ce soir à l'échelle nationale. On attend avec impatience les scores aussi pour la Côte d'Ivoire, qui, je le pense, seront plus importants que ce score national. Et voilà, je suis très très heureux ce soir qu'un projet progressiste, patriote, l'ait emporté sur une vision triste de la société, sur une vision clivante, sur le communautarisme. Merci Arnaud. Alors, chers téléspectateurs, sachez pour votre gouverne que pour cette présidentielle française, 47 millions d'électeurs étaient inscrits sur la liste électorale. 1 300 000 sont des Français qui vivent à l'extérieur de leur pays. Ici en Côte d'Ivoire, l'on dénombre 11 000 inscrits sur 18 000 ressortissants français sur le territoire ivoirien. Parmi eux, des sympathisants de Emmanuel Macron qui continueront certainement la fête jusque tard dans la nuit pour cette victoire historique. La candidate du Front National a enregistré 34,9% des voix. Marine Le Pen salue un résultat historique et massif pour le Front National. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Le nouveau président Emmanuel Macron s'est lui aussi adressé à ses électeurs et au-delà à toute la France. Nous vous proposons un extrait de ses premiers mots en tant que chef de l'État. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Voilà un discours assez sobre et dans le camp d'Emmanuel Macron, on célèbre la victoire ce soir. Très vite, il faudra se mettre à la tâche. Quels sont les grands défis qui attendent le nouveau président français? Quelle politique pour l'Afrique? Herman Guivet veut que la France
notre pays redevienne une chance, et une chance pour chacun. Emmanuel Macron, nouveau président de la République française. Quels défis attendent le nouveau président français? Quel genre de président sera-t-il? Nous avons posé la question à un politologue. Je pense et je suis persuadé, pour avoir suivi un peu son profil et sa manière de fonctionner, qu'il sera un président de la réforme. Et tout de suite, ce qu'il fera et ce qui va le caractériser, c'est de gouverner par ordonnance. Et l'exemple le plus patent est celui que Donald Trump nous a donné. Pour éviter les discussions interminables, pour éviter les conciliabules qui ne permettent pas justement à ces États majeurs-là de prendre des décisions fortes, dès ses premières heures de fonctionnement de présidence, il va gouverner par ordonnance sur des points majeurs, de sorte à imposer à la France cette réforme qui lui manquait tant et qui faisait l'objet de discussions et de grèves inlassables. Emmanuel Macron, président, quel rapport de la France avec l'Afrique? Toute politique internationale est du domaine exclusif du président de la République. Mais toute politique internationale basée en direction de l'Afrique est du domaine des réseaux. Et le président Macron ne pourra pas échapper à ces réseaux-là. Seulement que par sa juvénilité, par sa virginité, entre guillemets, il apportera un regard un peu plus neuf sur ces relations, mais qui, de mon sens, ne vont pas fondamentalement bouger, si ce n'est que les Africains eux-mêmes qui prennent en charge leur destin en comprenant qu'il y a un nouveau type de rapport à avoir avec la France, avec l'Europe et à proposer quelque chose. Parce que les priorités de Macron ne seront pas forcément l'Afrique, même si l'Afrique constitue le continent de l'avenir et dans les relations entre États, l'Afrique représente un marché formidable. Ce sera d'abord la réforme des relations que la France aura avec l'Europe. Sa vision de la politique extérieure française. Le président Macron va introduire une dose suffisante de consultation populaire qu'on appelle le référendum sur des questions essentielles comme l'Europe. C'est évident. Il agira en tenant compte des aspirations européennes, mais il fait partie de ceux qui pensent que des réformes institutionnelles doivent être apportées au niveau de l'Europe, de sorte à ce que chaque pays, tout en gardant sa liberté et son autonomie, trouve un peu plus d'espace pour agir. Et je crois que ce sera ça l'essentiel de son cheval de bataille. Avec cette victoire, face au Front National de Marine Le Pen, Emmanuel Macron entre dans l'histoire et devient le 8e président de la 5e République et le 25e président de la République française. Voilà pour cette présidentielle française. Dans l'actualité, ici en Côte d'Ivoire, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a bouclé sa visite officielle de 72 heures. Il a quitté Abidjan cet après-midi sur le coup de 17h30. Sa visite a permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Pendant ce séjour en Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien a offert un dîner en l'honneur de son homologue du Ghana. C'était en présence des membres du gouvernement ivoirien et d'une forte délégation ghanéenne. Sidonie Davila. Vive la République de Côte d'Ivoire avec toute mon amitié. Un toast au soir de l'arrivée du président Nana Akufo-Addo pour marquer la longue et solide amitié qui lie le Ghana et la Côte d'Ivoire. 4 mois après son accession au pouvoir, le président ghanéen se réjouit des bonnes relations avec son voisin, la Côte d'Ivoire. Sa visite donne l'opportunité de mettre sur la table une coopération vieille de plusieurs années. À l'occasion du dîner officiel qui lui a été offert, le président ghanéen a souligné les points forts de cette coopération. Ce qui est le plus important pour nos deux populations, c'est l'exploitation paisible de nos ressources maritimes pour le bénéfice des deux pays. Bien sûr, la coopération, qu'elle soit durable, avec une démocratie stable pour le bénéfice et la richesse des peuples d'Afrique. Nous voulons renforcer la coopération plus étroite entre nous avec de nouvelles initiatives qui ont été proposées par Monsieur le Président de la République suite à la signature de notre coopération de partenariat stratégique. La Côte d'Ivoire et le Ghana, favorisés par une même zone géographique en Afrique occidentale, ont tissé une amitié solide et une solidarité qui ne peuvent que leur être mutuellement bénéfiques, a relevé le président Alassane Ouattara. Nos deux États disposent d'un secteur privé dynamique et ouvert à la compétition.
Il nous revient donc de créer ensemble les conditions juridiques et financières notamment qui favoriseront l'accroissement des flux commerciaux entre nos deux pays. Nous devons encourager des échanges de délégations d'hommes d'affaires ainsi que la participation réciproque aux foires et expositions organisées par les deux pays. De telles initiatives ne pourront que faciliter l'interaction entre les opérateurs économiques ivoiriens et ghanéens. Le président Alassane Ouattara et le président Nana Akufo-Addo ont pris l'engagement d'apporter beaucoup plus de dynamisme à la coopération et ce, en présence de nombreuses personnalités à cette réception. Le président ghanéen, en visite de travail et d'amitié en terre ivoirienne, a été fait grand croix de l'ordre national. La direction régionale de l'éducation nationale de Daoukro a reçu 6 salles de classe et un bureau de directeur. Ces infrastructures équipées ont été remises ce vendredi par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Le reportage de Gabriel Zani. La demande de scolarisation est forte, mais les infrastructures sont peu nombreuses. Pour pallier cette insuffisance, les entreprises prêtent main forte à l'État. Ici à Daoukro et Pépé Gagou 4, dont la pose de la première pierre s'est faite en juin 2014, vient d'être achevée. L'école fait partie du groupe scolaire de Gagou. Elle est une fierté pour les cadres qui ont fait les bancs dans l'établissement. Il y a exactement 52 ans, en effet, que nous faisions nos premiers pas sur le petit chemin qui menait à cette école qu'on appelait à notre temps les PPG. C'est avec joie, mais surtout avec une charge émotionnelle indicible que j'évoque ces souvenirs indélébiles dans la mémoire de tant d'enfants. Malgré les investissements des entreprises en faveur du secteur éducation-formation, les défis restent nombreux. La question des équipements des infrastructures est latente. La ministre de l'Éducation lance un appel aux entreprises sans oublier d'interpeller les enseignants à la responsabilité. La politique de scolarisation obligatoire rend la question des infrastructures encore plus pressante et préoccupante. J'ai toujours lancé un appel pressant à nos compatriotes afin qu'ils accompagnent l'État qui ne peut tout faire tout seul. EPP Gagou 4 est aussi baptisé EPP Henri Konan Bédié. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est représenté par son épouse. Les ministres Kandia Kamara et Kobena Kwasi Adjoumani, accompagnés des partenaires de l'initiative, ont été reçus par Henri Konan Bédié. Je remercie à cet effet Madame la ministre Kandia Kamara. Je remercie Monsieur Kolia Adams et la LONACI. 6 classes et un bureau de directeurs équipés, c'est la promesse tenue par la LONACI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. La circonscription de Daoukro compte 12 500 élèves, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Le jeudi 4 mai dernier, une dame de 70 ans a été poignardée mortellement à son domicile dans la commune de Cocody. La police criminelle vient de mettre la main sur le présumé assassin. Il aurait porté à la victime plusieurs coups de couteau au cou et dans d'autres endroits de son corps. Abou Sanogo. Cité des Arts dans la commune de Cocody. Habituellement calme, cette cité est depuis le jeudi 4 mai dernier secouée par le décès de dame Fiankan Yvette Tano, épouse Brou, âgée de 70 ans, assassinée à l'arme blanche à son domicile. Aussitôt informée, une équipe d'enquêteurs de la direction de la police criminelle se rend sur les lieux où elle retrouve le corps sans vie de dame Tano. Le crime était tellement crapuleux qu'en un tour de seconde, ça a fait le tour de la Côte d'Ivoire. C'était un défi pour nous. Il fallait à tout prix retrouver le meurtrier. Retour sur les faits. Le jeudi 4 mai, aux environs de 10h30, un individu se rend au domicile de la septuagénaire. Arrivé au premier étage de cet immeuble, il marque une halte à cette porte qu'il semble bien connaître. Il sonne et est reçu par dame Tano, qui le considère comme son fils. Comme je vendais les produits de santé, voilà, donc lors d'une prospection en 2013, là que je l'ai connu, donc je l'ai prise comme une maman. Une fois installé, le visiteur lui demande la somme de 100 000 francs CFA. La dame étonnée lui fait comprendre qu'elle ne dispose pas de ce montant. L'individu s'emporte et menace. La dame, se sentant en danger, regagne sa chambre pour en ressortir
avec une somme de 20 000 francs. Pendant ce temps, l'homme se précipite dans la cuisine, s'empare d'un couteau et l'attend. Une fois sortie, elle est saisie par l'individu qui l'empêche de crier à l'aide, puis reçoit des coups de couteau à divers endroits de son corps, notamment au cou et à l'omoplate droit. On s'est dirigé vers la porte là-bas. Elle a crié au secours, aidez-moi. Donc, le mal était déjà fait. C'est là que les coups sont partis. Il abandonne sa victime là, dans une mare de sang, mais a le temps de s'enfuir avec son téléphone portable et la somme de 20 000 francs. Mais il n'ira pas plus loin, car il sera vite rattrapé par l'équipe d'enquêteurs de la direction de la police criminelle. Le téléphone était localisé, donc c'est quand je suis rentré dans le supermarché que la police m'a pris. La cité des Arts est agitée. Ses habitants encaissent mal le coup. La famille demande que justice soit rendue. Que justice soit faite. Que justice soit faite. Le présumé meurtrier âgé de 31 ans sera conduit devant le parquet pour répondre de ses actes. Direction le Moronou, le dernier rhinocéros encore en vie en Afrique de l'Ouest vient d'être capturé par le ministère des Eaux et Forêts. L'animal sorti de la forêt classée d'Abo-Kwamekro a erré pendant plus de 15 ans dans la région. Avec l'appui d'experts sud-africains, il a été transféré dans la réserve de la forêt classée de Mafa dans le centre de la Côte d'Ivoire. Serge Colléa. Diamalabo, village de la sous-préfecture de Témélécro dans la région du Moronou. Il est 7 h ce jeudi 4 mai 2017. Dans quelques instants, la petite bourgade va vivre un fait inédit, une opération extrêmement risquée. Il s'agit de la capture et du transfert en lieu sûr d'un rhinocéros de 2,5 tonnes. L'animal cohabite depuis plus d'une décennie avec les populations villageoises. Tout se passait très bien jusqu'à la date fatidique du 4 août 2016, date à laquelle il a accidentellement tué le chef du village de Frondobo. Il a arrivé un moment où on ne peut plus la supporter. À 10 mètres, si tu n'as pas la chance, il va te charger. Même dans ce village, il y a 12 personnes qui ont échappé, grâce à Dieu. Cette jeune femme, elle, s'est plutôt éprise d'amitié pour le rhinocéros. Tout le temps, quand le rhinocéros la passe, je lui donne manger. Ah oui, ici, là, j'étais découragée. Comme cette jeune femme, beaucoup de personnes ont gardé un lien affectif avec le rhinocéros. Tout le temps, les gens sont ici pour venir le voir, pour venir le filmer. Aujourd'hui, ce dernier jour-là, vraiment, on sait qu'on a perdu beaucoup de choses. Ce matin, l'heure n'est cependant pas aux épanchements. Venue d'Afrique du Sud, l'équipe du docteur Wilmer a pour mission de sauver le dernier rhinocéros blanc d'Afrique de l'Ouest. Nous avons 2 étapes. Il y a l'étape de la préparation des produits. Il va falloir donc l'endormir, donc flécher. Et après cela, il faut préparer le transbordement. 8h30, la chasse au rhinocéros peut démarrer. Il est repéré dans une broussaille non loin du village. Le docteur Wilmer se sert de son fusil à flèche anesthésiante pour le neutraliser. 15 minutes après, le rhinocéros commence à ressentir les effets des produits. Moyens humains et médicaux sont déployés. Le docteur procède aussi à l'ablation de la corne, une stratégie pour mettre désormais le quadrupède à l'abri de la convoitise des braconniers. L'animal en état de semi-indolence est conduit dans le véhicule affrété pour son transbordement. Sa jeune amie ne peut retenir ses larmes. Le chef du village, par contre, se sent soulagé. Je suis en paix, je peux dormir tranquille. Sinon, vraiment, la cohabitation est tellement difficile. Opération réussie pour le ministère des Eaux et Forêts. On a pu faire toute cette opération sur un animal qui a vécu plus de 20 ans sans recours à un vétérinaire. Et malgré toute cette opération, l'animal se porte très bien. Donc vraiment, c'est notre grande satisfaction. À leur façon, les femmes de Diamalabo expriment leur satisfaction. Elles font même une haie d'honneur au rhinocéros en guise d'adieu. Les chefs, quant à eux, ont des doléances qu'ils mettent sur la table. L'animal a cassé la clôture de la pompe villageoise. C'est la seule pompe. Nous avons des problèmes d'eau. Nous avons le village qui n'est pas électrifié. Direction la forêt classée de Mafa, où il sera confié par la Sodefort à la réserve privée de River Lodge. À Bourbeau, non loin de la ville de Boaké,
dans la région du Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire. L'opération a coûté 175 millions de francs CFA. Le rhinocéros de Gamalabo transféré, une autre situation similaire pointe à l'horizon. Il s'agit d'un éléphant qui trouble le sommeil des populations dans la région du Lodjibois. La ville de San Pedro, elle est bien connue pour ses fruits de mer, mais ils se font de plus en plus rares, notamment la langouste, qui est pourtant un produit phare, particulièrement apprécié des touristes et visiteurs de la région. Pourquoi cette rareté? Les autorités locales évoquent un commerce frauduleux et illicite pratiqué par des opérateurs chinois. Nos reporters ont enquêté. Le dossier est signé Sam Conan et Franck Quadio. En mer et pour la pêche de langoustes et autres crustacés, les pêcheurs passent entre 48 et 72 heures. Le fruit de longues heures de dur labeur est généralement débarqué les mardis et mercredis. Dans la région de San Pedro, la pêche est encore loin d'être moderne et le résultat s'en ressent. 12 kilos, voire 14 ou 15 pour les pêcheurs les plus chanceux. Parfois, rien du tout. 1207 pêcheurs sont recensés dans le département. En 2016, ils ont produit 33 458 tonnes de crustacés. Cette année, on ne s'attend pas à moins. Paradoxe, alors que le marché local devrait être fourni, il ne l'est pas pour tous. C'est quand même dramatique que dans des endroits comme ici, donc qui sont représentatifs d'un tourisme balnéaire et d'un endroit où on peut consommer des fruits de mer frais, on ait une telle difficulté à en trouver. Et ce n'est pas sans incidence sur les offres des restaurants qui font déjà face à une baisse importante de leur clientèle. Quand on avait les langoustes à 4 000 francs le kilo, on pouvait faire le prix à 8 000. Maintenant que c'est passé à 6 000 francs, voire 8 000, naturellement le prix va changer. Le prix varie maintenant entre 10 000 et 12 000. Dans le département de San Pedro, saisonnière, la moisson de langoustes est à même de satisfaire petits comme gros clients, soutient le maire, non sans un brin d'amertume. Pour nourrir la population, mais avec quelques passages à vide. Les populations, et notamment les hôteliers, crient leur colère face à un phénomène qui est de plus en plus vu sur le littoral, particulièrement à Grand-Berby. Les acheteurs qui viennent prendre en gros, donc il faut que les approvisionnements manquent. Qu'est-ce que la mairie peut faire? La mairie a des pouvoirs très limités. Nous sommes un pays libéral. Non seulement ils achètent la totalité, mais à un bon prix. Si on doit seulement obéir aux règles du marché, alors on n'aura rien ici. Et effectivement, nos hôtels vont prendre un coup. San Pedro, le préfet de région, préfet du département, est en réunion avec les principaux acteurs du secteur de la pêche à la langouste. Ousmane Koulibaly veut comprendre les raisons des difficultés qui éprouvent les populations pour se procurer la langouste. Aujourd'hui, sur le plan local, on n'arrive pas à avoir, mais il y a d'autres qui sont en possession. Nous voulons être situés. Et bien de vérités sont dites. Il y a un trafic illicite de langoustes qui s'opère ici à San Pedro avec la complicité des pêcheurs. Il y a 3 opérateurs chinois qui sont ici à San Pedro. Ils ont 2 installations bien cachées. Ils ont créé 6 à 7 bassins, des petites piscines qu'ils alimentent avec de l'eau de mer. Nous, au niveau de nos fichiers ici, nous ne sommes pas informés de l'existence de ces sociétés. Également pointé du doigt la cinquantaine de marailleurs du département. Ces marchands spécialisés dans le commerce, en gros, de produits frais de pêche s'en défendent. Aujourd'hui, au lieu de faire partie des quantités à Abidjan, ne pas être payé, aujourd'hui le Chinois arrive, il dit 10 kilos de langouste. Le pêcheur à côté de moi, je vais lui donner son argent, le lendemain il va partir en mer. C'est ce que nous faisons. Pour une meilleure appréciation de la situation, le préfet décide d'une visite de terrain. Le quai de débarquement du port de pêche accueille en premier la délégation préfectorale. Cap est ensuite mis sur les installations des opérateurs économiques accusés d'être en situation de monopole, d'opérer une razzia sur le marché local et de stocker de grosses quantités de crustacés. Les opérateurs chinois soutiennent n'obéir qu'à la loi du marché. Ça pourrait être fait. Quand nous payons aussi là,
il laisse un peu pour quand peut-être il y a la fête, là, tout ça, le restaurant. Retour en salle. En attendant une enquête approfondie de la gendarmerie, le préfet marque sa volonté de contribuer au retour de la langouste dans les assiettes à San Pedro. Mais instruire les DR halieutiques. La langouste est négociée à 5 000, 6 000, pas plus sur le marché de San Pedro. Les pêcheurs, eux, ne manquent pas d'exprimer leurs inquiétudes vis-à-vis des bateaux pirates accusés de racler les fonds des eaux ivoiriennes et devant les faibles moyens des affaires maritimes en charge de leur surveillance. À présent, le point de l'actualité internationale, c'est le 7 sur 7 de la semaine proposé par Gabriel Zani. Plusieurs rassemblements ont eu lieu dans le monde ce lundi 1er mai, la fête du travail, souvent à l'appel des syndicats. Les travailleurs marchent ou défilent pour réclamer de bonnes conditions de travail et de meilleurs salaires. Ce fut le cas en France, en Grèce et aussi en Afrique. Au Gabon, en RDC et en Afrique du Sud, ces rassemblements ont parfois posé problème. Le président sud-africain Jacob Zuma a été hué par certains manifestants et acclamé par d'autres lors d'un rassemblement du 1er mai dans un stade. Mardi, l'armée malienne est tombée dans une embuscade tendue par le Front de libération du Massina dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Bilan, 9 soldats tués et 5 blessés, revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Cette opération a frappé la base qui avait été celle des Français de l'opération Serval. Un attentat visant un convoi de l'OTAN ce mercredi à Kaboul a causé la mort de 8 personnes et blessé plus d'une vingtaine d'autres à proximité de l'ambassade américaine. L'attaque intervient quelques jours après l'annonce par les talibans du lancement de leur offensive de printemps, lors de laquelle ils avaient menacé de s'en prendre aux troupes étrangères. À Ouagadougou, Burkina Faso, le procès des 32 ministres de Blaise Compaoré est renvoyé au 8 mai, alors qu'il devrait se tenir le jeudi 4 mai. Ce report répond à une requête des avocats commis d'office qui ont invoqué le fait qu'ils doivent préparer la défense de leurs clients. Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré est poursuivi pour complicité d'homicide volontaire et blessure volontaire dans la répression par l'armée du soulèvement populaire qui avait conduit à la chute du régime. L'ancien président mauritanien Eli Ould Mohamed Fall est décédé le vendredi d'une crise cardiaque alors qu'il se trouvait au nord du pays. La Mauritanie a décrété un deuil de 3 jours à compter du vendredi. Ancien patron de la sûreté de l'État, Eli Ould Mohamed Fall a présidé la transition de 2005 à 2007 après le renversement de Mawa Ould Taya. C'est un soulagement. Le groupe djihadiste nigérien Boko Haram a libéré samedi 82 jeunes filles des 200 lycéennes enlevées il y a 3 ans dans la ville de Chibok dans le nord-est du Nigeria. Selon le gouvernement nigérien, les lycéennes ont été échangées contre plusieurs membres du groupe islamiste détenus par les autorités. Au départ, ils étaient 11 candidats. L'arrivée ce dimanche soir, c'est Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, qui arrive en tête à l'issue du second tour qu'il a opposé à Marine Le Pen. Emmanuel Macron vient d'être élu président par les Français avec un taux de 65,1%. À 39 ans, il devient le 8e président de la 5e République et le plus jeune de l'histoire de la France. Terminons ce journal avec le communiqué conjoint de la visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire de son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana. À l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, a effectué une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du 5 au 7 mai 2017. Le président Akufo-Addo était accompagné d'une délégation de haut niveau composée de membres du gouvernement ghanéen et de plusieurs hautes personnalités. Le président de la République du Ghana et la délégation qui l'accompagnait ont reçu un accueil chaleureux à la dimension des relations fraternelles et séculaires qui ont toujours existé entre les peuples ivoiriens et ghanéens. Pour sa part, son Excellence Nana Akufo-Addo a renouvelé sa profonde gratitude au chef de l'État ivoirien pour sa présence distinguée à cette cérémonie. Il s'est réjoui de l'attachement du peuple et du gouvernement ivoirien à la paix et à la démocratie et a loué le redressement économique admirable de la Côte d'Ivoire. Pendant cette visite, les deux chefs d'État ont eu un entretien
ont eu des entretiens en tête-à-tête qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte d'entente cordiale et de parfaite convergence de vues, ainsi qu'une séance de travail élargie aux deux délégations. Ils ont, à cette occasion, fait un large tour d'horizon des questions bilatérales, ainsi que l'actualité dans la sous-région, en Afrique et dans le reste du monde. Le président de la République de Côte d'Ivoire a salué la parfaite organisation des dernières élections présidentielles au Ghana, qui se sont déroulées dans des conditions ouvertes, transparentes et apaisées, et qui ont démontré la maturité politique du peuple ghanéen et le solide ancrage de la démocratie dans ce pays. Il s'est en outre félicité de la mise en place de l'ambitieux programme de développement du Ghana, destiné à consolider les remarquables progrès accomplis sur le plan économique. Il a réitéré ses vifs remerciements à son Excellence Nana Akufo-Addo pour l'honneur fait à sa personne, ainsi qu'à la Côte d'Ivoire en le conviant à la cérémonie de son investiture en qualité d'invité d'honneur. Au plan bilatéral, le président Alassane Ouattara et son illustre hôte se sont félicités de la qualité exceptionnelle des relations de fraternité et de solidarité qui existent entre leurs deux pays, liés par l'histoire, la géographie et la culture. Ils ont exprimé leur volonté commune et leur détermination à préserver, élargir et renforcer la coopération entre leurs deux pays au bénéfice mutuel des peuples ghanéens et ivoiriens, unis par des liens séculaires inébranlables. Ils ont également souligné la nécessité impérieuse de rendre plus dynamique la coopération entre les deux pays. À cet égard, ils ont convenu de la conclusion, avant la fin de l'année 2017, de l'accord de partenariat stratégique APS, englobant l'ensemble des secteurs de la coopération bilatérale et devant se réunir tous les ans au niveau du Conseil conjoint des ministres présidé par les chefs d'État. Dans le domaine agricole et spécialement du cacao, les deux chefs d'État ont déploré la chute drastique des cours mondiaux du cacao et ses conséquences socio-économiques. Ils ont décidé par conséquent d'intensifier leur coopération et de mutualiser leurs efforts en vue d'assurer une meilleure politique commune de commercialisation et de transformation du cacao pour stabiliser les prix sur le marché international. À cet égard, ils se sont réjouis de l'installation à Abidjan du siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, ainsi que la signature, le 13 avril 2017, des accords d'Abidjan entre le Conseil Café-Cacao de Côte d'Ivoire et le Ghana Cocoa Board, destinés à la mise en place de mécanismes communs de mise à marché du cacao, avec pour but ultime d'assurer une économie cacaoyère durable et de protéger le monde artisan. En ce qui concerne la question relative à la délimitation de la frontière maritime, les deux chefs d'État ont convenu de la poursuite des discussions entamées sous l'égide de la Fondation Kofi Annan en vue de parvenir à un partage consensuel des ressources du gaz et du pétrole. Au plan environnemental, ils ont convenu de la mise en place d'un comité technique mixte en vue de prévenir et de juguler les effets néfastes de l'orpaillage clandestin dans les bassins versants des fleuves Bia et Tanoé. Au niveau commercial, les deux chefs d'État ont rappelé les énormes opportunités qu'offrent les économies de leur pays. Aussi, ont-ils invité les opérateurs économiques ivoiriens et ghanéens à intensifier leurs relations en vue d'un partenariat mutuel bénéfique. Dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique, les deux parties ont reconnu la nécessité de renforcer leur coopération à travers notamment des programmes d'échange dans le domaine de la formation, l'établissement de l'équivalence des diplômes, l'octroi des bourses d'études et de recherche, l'organisation de séminaires. Ils ont en outre souhaité la reprise effective et l'intensification des voyages d'études et des colonies de vacances pour jeunes, facteur non seulement d'enrichissement pédagogique, mais également de rapprochement de la jeunesse des deux pays. Au plan régional, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour le rôle positif joué dans le règlement des conflits par les organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO. En outre, ils ont appelé au raffermissement de l'unité entre tous les États membres de l'Union africaine en vue d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'organisation continentale. Les deux chefs d'État ont perçu les conflits comme étant des obstacles réels
à la mise en œuvre des politiques de développement des États et ont, à cet égard, convenu d'œuvrer de concert en vue de leur prévention et de leur gestion. Le président Alassane Ouattara a exprimé à nouveau sa gratitude au gouvernement et au peuple ghanéen pour l'hospitalité et l'assistance offerte aux réfugiés ivoiriens sur son territoire. Il a saisi cette occasion pour réitérer l'appel lancé aux Ivoiriens réfugiés au Ghana et dans les autres États de la sous-région pour leur retour en Côte d'Ivoire, en réaffirmant l'engagement du gouvernement à faciliter leur réintégration dans le pays. Ils ont également réaffirmé leur volonté de voir une Afrique plus solidaire, capable de lutter efficacement contre les défis sécuritaires, notamment le terrorisme, la cybercriminalité, la piraterie maritime et le trafic de drogue, tout en exhortant la communauté internationale à s'unir pour enrayer définitivement ces fléaux. Au plan international, les deux chefs d'État se sont félicités de leur convergence de vues sur les questions multilatérales et ont convenu d'harmoniser davantage leur politique au sein des instances internationales et des organisations régionales et sous-régionales, en particulier grâce à la présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Si la Côte d'Ivoire était élue le 2 juin prochain au cours de l'Assemblée générale à New York. Le président de la République de Côte d'Ivoire a remercié son homologue pour le soutien du Ghana à la candidature de la Côte d'Ivoire. En reconnaissance des innombrables actions en faveur de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et en Afrique, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a élevé la dignité de Grand Croix dans l'ordre national ivoirien, Son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, à l'occasion du dîner offert en son honneur. Au cours de son séjour, le président du Ghana a visité la nouvelle turbine à vapeur du cycle combiné de la centrale thermique à gaz, d'une capacité de 556 MW de la compagnie ivoirienne de production d'électricité, Cyprel. Au terme de sa visite, Son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, a exprimé au président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien, ses sincères remerciements pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel et pour l'hospitalité authentiquement africaine qui lui ont été réservées, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, et pour l'honneur particulier qui lui a été fait en l'élevant à la plus haute distinction ivoirienne. Il a exprimé sa conviction que sa visite en Côte d'Ivoire contribuera à renforcer davantage les relations étroites et fraternelles qui existent si heureusement entre les deux pays. Le président Akufo-Addo a invité le président Alassane Ouattara à effectuer une visite officielle au Ghana à une date qui sera fixée par voie diplomatique. Son Excellence M. Alassane Ouattara a accepté avec plaisir cette aimable invitation. Fait à Abidjan le 6-5e mois 2017, pour la République de Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, pour la République du Ghana, la ministre des Affaires étrangères, Mme Botchoué Shirley. Voilà, merci de votre aimable attention. Un coucou aux habitants de Bingerville, capitale de la colonie française entre 1900 et 1934. On y trouve l'école des arts appliqués, le musée Combe qui abrite d'anciennes sculptures de grande taille. Bingerville est aussi bien connu aujourd'hui pour son immense jardin botanique. Bonsoir à tous.